Au menu ce soir, l'heure des adieux, une dernière présence à l'Assemblée nationale comme premier ministre pour François Legault. Il faut vider un peu plus nos poches pour remplir notre voiture. Le prix de l'essence a fait un bond aujourd'hui. Et après 8 ans d'absence, elle est de retour. Lady Gaga fait vibrer le Centre Bell ce soir et encore pour 2 autres soirs. Dès 22 ans, je m'appelle Michel Bérère et eux, ce sont les débatteurs. Autour de la table ce soir, en ce jeudi, Victor, Jacinthe, Déborah, Meeker, bonsoir à vous quatre. Les mots, là, enfin, on va dire le mot de l'actualité ce soir qui a été suggéré par plus d'un débatteur. Déborah, Meeker, bout, comme bout, mais prononcé... à bout. À bout, comme dans à bout, en effet. Exactement, pour le thème de ce mouvement du milieu communautaire, donc pour le communautaire à bout, et qui a terminé 2 semaines, que je trouve qu'ils sont passés vite de ma perspective, mais pour eux et elles, je suis convaincue que ça a été très long. Donc, c'est 2 semaines de grève qui a culminé aujourd'hui avec des milliers de personnes qui se sont retrouvées devant l'Assemblée nationale. Donc, je pense que Mika va vouloir compléter. Ça n'a aucun sens que le communautaire, qui est un morceau très important du tissu social, soit sous-financé et qu'il y a des gens qui sont payés au salaire minimum. Ça n'a absolument aucun sens. Puis ça explique aussi pourquoi je suis dans les médias aujourd'hui et pas dans le communautaire. Je me dirigeais vers le communautaire, mais en voyant les salaires pendant mes études, je me suis dit ça n'a pas de bon sens. L'instabilité, l'insécurité financière des gens qui travaillent dans le milieu communautaire pour aider d'autres personnes. En tout cas, il va se faire entendre aujourd'hui et au cours des dernières semaines. À bout, on pourrait dire, François Legault est arrivé presque au bout de sa carrière politique, du moins de celle de premier ministre. C'est sa dernière journée à l'Assemblée nationale en tant que PM. Ça a été un moment fort en émotion, vous l'imaginez, parce que ses collègues de la CAQ, mais aussi des partis d'opposition ont tenu à lui rendre hommage aujourd'hui. Là-dessus, résumé de Jean-François Poudrier. Pour la dernière fois, François Legault a franchi la passerelle qui mène du bureau du premier ministre à l'édifice de l'Assemblée nationale pour se rendre à la période des questions. Est-ce que c'est un adieu définitif? Oui. Une fois la période de questions terminée, on est passé aux hommages, dont celui très touchant du leader parlementaire Simon-Jolin Barrette, qui a eu à plusieurs reprises de la difficulté à livrer son discours. Sachez que vous aurez toujours en moi un allié pour continuer à défendre vos idéaux. L'opposition a mis la partisanerie de côté pour rendre hommage à François Legault, rappelant notamment sa gestion de la pandémie et son courage d'avoir réussi son pari de lancer une 3e voie. Malgré des années pas toujours faciles au début, il a persévéré et pas une fois, mais 2 fois, il a remporté des gouvernements majoritaires à notre grande dame. La politique, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. C'est exigeant, c'est ingrat, c'est imprévisible. Et pourtant, vous avez choisi d'y consacrer une grande partie de votre vie. François Legault aime profondément le Québec. Et si on a à résumer, c'est ça qui me vient à l'esprit. Paul Saint-Pierre Plamondon a tout de même lancé une petite flèche au premier ministre sur son manque de gains du côté d'Ottawa. Que retient-il de sa tentative de faire des demandes dans le Canada? C'est une question qui est fondamentale pour la suite. Pour moi, il y a une phrase de Martin Saint-Louis, coach canadien, qui résume bien ce que je pense. Faut prendre ce que la game te donne. Dans son dernier discours, François Legault a rappelé ses origines modestes. J'ai encore un peu le syndrome de l'imposteur. Le petit gars de Sainte-Anne-de-Bellevue, un milieu populaire. Le plus grand regret. Mon père est mort jeune. Puis il n'a pas vu ce que j'ai fait, ni chez Air Transat, ni en politique. Avant de laisser les Québécois avec 3 messages, l'importance de l'intervention de l'État dans l'économie, l'importance de protéger le français et de rester optimiste pour l'avenir. Donner de l'espoir aux prochaines générations, croire en l'avenir, croire en l'humain, croire en nous. Merci tout le monde. Bravo. À son retour du Salon Rouge, il a été chaudement applaudi par des dizaines d'employés de la CAQ qui auront maintenant le mandat de poursuivre son travail. À l'Assemblée nationale, Jean-François Poudrier pour Nouveau Info. Ouais, la fin donc de 8 années au pouvoir pour François Legault comme premier ministre, presque 8 années, mais il ne faut pas oublier pour les plus jeunes, il faut le mentionner, c'est près de 30 ans de carrière politique, donc de se dévouer là, comme ça pour la cause publique. Mettre la partisanerie de côté, Déborah, aujourd'hui, c'était la chose à faire?
Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est là qu'on voit qu'avant et même après tout, ce sont des personnes qui travaillent ensemble, qui travaillent pour le Québec, qui savent ce que ça prend également d'être en politique. Ils font des compromis énormes, personnels, professionnels même, certains diront. Donc oui, c'était la chose à faire. Je pense que c'était le moment de donner les fleurs, de donner des fleurs à François Legault et de lui rendre ces hommages-là, peu importe nos allégeances politiques. Oui, bon, on a vu un extrait de Paul Saint-Pierre Plamondon qui est... Est-ce qu'il est allé trop loin en lançant cette question-là à François Legault, selon toi, Jacinthe-Ève? Paul Saint-Pierre Plamondon a fait une allocution de plus de 9 minutes. Dans ces 9 minutes, il débute avec beaucoup d'émotion dans la voix, dans les yeux, dans le ton. C'est un discours de Paul Saint-Pierre Plamondon qui est à la hauteur de la dignité et du respect Mais que c'est le le bout qui a premier fait ministre... réagir. Il y a un petit bout où on mentionne le contexte politique. Donc, cette troisième voix a-t-elle vraiment donné ce qui avait été promis ou ce qui était escompté? Mais on est à l'Assemblée nationale. C'est normal qu'on parle de politique à l'Assemblée nationale. C'était pas une attaque personnelle du tout. Est-ce que ça vous a rendu mal à l'aise, ça? Oui, vraiment. Moi, je trouvais que ça manquait d'élégance, tout simplement, parce que, oui, le discours parlait du contexte politique, lui a rendu hommage, mais il ramenait tout à lui. Moi, ça m'a complètement rendu mal à l'aise. C'était pas le moment. François Legault, quoi qu'on en pense, a été premier ministre et Paul Saint-Pierre Plamondon aspire à être premier ministre. Ça commande un certain respect, puis il a manqué le bateau là-dessus, pour moi, complètement. Intéressant. Victor, c'est quoi l'objectif, selon toi, de Paul Saint-Pierre Plamondon? D'abord, c'est un style qui lui ressemble. Et il faut quand même se rappeler qu'il y a une certaine complicité entre François Legault et le Parti québécois, ne serait-ce que la proximité, par exemple, avec Pascal Bérubé, que François Legault a connu très bien dans ses années au Parti québécois. Donc, je pense que c'est un style qui lui ressemble. Et moi, j'ai senti aussi une espèce de volonté de ramener certains caquistes à la maison. Dans le discours, dans la façon qu'il a présenté ce que M. Legault a fait, dans cette affection pour le Québec, je me suis dit, il y a quelqu'un qui veut manger le lunch de la CAQ. Parce qu'il y a une disponibilité d'esprit c'est de la politique. Jacinthe a raison. On est en politique. OK. C'est ça qu'il a décidé de faire et ça lui appartient. En 2 mots, qu'est-ce qui t'a le plus marqué du règne de François Legault? Pour moi, c'est le bon père de famille. J'ai senti chez lui une profonde affection pour les gens, et j'ai senti qu'il voulait notre bien. Et ça m'a beaucoup marqué. Bon, et je sais que si je vous pose la question sur différents dossiers, les réponses vont être peut-être différentes. D'ailleurs, on va en reparler amplement ce soir. Êtes-vous satisfait, vous, du legs de François Legault? C'est la question de notre grand débat de la demi-heure. Nos débatteurs vont se prononcer sur toutes sortes de sujets, dont l'économie, l'immigration, l'identité, bien sûr, avec le travail que François Legault a fait. Allez, en attendant, répondre à la question et n'oubliez pas de commenter là-dessus. Bon, on va parler du prix de l'essence qui est reparti à la hausse. Il a même franchi le seuil symbolique des 2 $ dans plusieurs régions du Québec. La dernière fois que c'est arrivé, c'est en 2022, quand la guerre en Ukraine a commencé. C'est un autre conflit qui est à l'origine de cette nouvelle flambée. Mais il y a quand même certaines astuces qui permettent d'économiser à la pompe. Reportage Alicia Miljour. On vient tout juste de sortir de la salle des nouvelles et on s'en va sur le terrain voir le fameux 2 $ à la pompe. On va aller voir différentes stations de service à Montréal et prendre le pouls un peu des automobilistes. Trouvez ça cher, 2 $? Ouais, je trouve vraiment cher, très cher. Merci, M. Trump. Merci, M. Netanyahu. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a pas le choix, là. On va vivre avec. Avec l'inflation et puis l'augmentation des tout, comme l'alimentation, c'est pas facile pour nous. Donc, vous voyez derrière moi le fameux 2 $ ou plutôt le 1,99,9 $ le litre qui est affiché à la station ici. Le 2 $, c'est une barrière psychologique. Donc, c'est ce que les gens, les gens sont fâchés à 1,99 $. Et là, quand ça devient 2 $, les gens sont très fâchés de voir ce prix-là. On dirait vraiment que les stations-service ont peur de mettre un 2 $. C'est la barrière que les gens sont pas prêts à franchir en ce moment. Donc, vous pouvez voir ici le site Régie Essence Québec. On peut voir les différents prix qui sont affichés dans les stations de service. Un peu partout au Québec, dans la grande région de Montréal, ce matin, on avait plusieurs stations qui étaient autour de 2 $. C'est pas juste à Montréal que le prix de l'essence est élevé. Ça touche vraiment les automobilistes partout au Québec. Ça a été quoi votre réaction au prix de l'essence aujourd'hui? Bon, on commence à s'habituer. Ça augmente régulièrement, puis ils nous disent que ça va encore augmenter. Fait qu'il n'y a plus rien qui me surprend. Faites le saut. Sérieux, là, j'ai fait le saut.
Ça n'a pas de bon sens. Quand on regarde quand même la tangente du dernier mois, donc on était là, il y a un mois autour de 1,35, 1,40 à certains endroits. C'est un certain répit pour les gens. Et là, malheureusement, on se retrouve là, proche du 2 $, donc une nouvelle barrière psychologique qu'on va probablement refranchir dans les prochaines heures, prochaines semaines. C'est pas souhaitable pour personne. Personne n'aime ça, payer 2 $ son essence. Ça coûte 15 $ de plus cher qu'avec mon char. Ça n'a pas de crise de sens, là, pour vrai. C'est quand même décourageant, là, parce que étant étudiante, tu sais, ça... La personne qui a le plus de contrôle, je vous dirais, sur son comportement, c'est la personne qui tient le volant. Je donne un exemple. À 120 km/h sur l'autoroute, non seulement on ne respecte pas la loi, si on roule à 100 km/h, on vient sauver à peu près 20 % sur la consommation d'essence. Ça permet souvent de réduire la facture. À Montréal, Alicia Miljour pour Nouveau Info. Ouais, le prix de l'essence, ça a fait beaucoup réagir. Chaque fois qu'il augmente, Mickey, t'as pas espoir que le prix baisse prochainement? Non, puis moi aussi, j'ai envie de sacrer, mais je ne le ferai pas à la télé. Non, j'ai pas espoir parce que très souvent, le prix de l'essence monte rapidement. Ça prend beaucoup de temps avant qu'il diminue. Là, on arrive en plus dans un long week-end. Déjà qu'on avait l'habitude de voir des augmentations, je vois pas le prix de l'essence baisser demain la veille. Oui, long week-end. Et là, on a les vacances quand même qui s'en viennent. On se dit si le conflit arrête pas et que les prix de l'essence augmentent, vous attendez à des impacts sur le choix de vacances, par exemple, des Québécois? C'est sûr que ça va affecter la capacité des familles, notamment de la classe moyenne, de voyager même à l'intérieur du Québec. Je pense que ça aura des conséquences. On parle quand même de près de 40 % d'augmentation en un mois. C'est énorme. Puis comme tu le dis, mais que revenir en arrière, ça va être extrêmement long. Donc, c'est très inquiétant. Toi, tu fais beaucoup de routes. J'imagine que ça te préoccupe. Bien, si j'ai à faire de la route en fin de semaine, je vais peut-être aller aux États-Unis pour sauver, justement, parce que c'est moins cher, parce qu'on taxe beaucoup. On a déjà fait un débat ici, là, mais si on pose pas la question, est-ce qu'on est prêt à baisser les taxes sur notre essence, on est affecté bien plus grandement que même nos voisins du Sud. Alors, selon toi, si ça continue à augmenter, il va falloir ramener cette question-là puis faire réfléchir sur cette option-là. Déborah, ça risque de faire augmenter également les prix des voyages à l'étranger parce que l'essence, ça a de l'impact partout, là. Et je pense que beaucoup de compagnies aériennes sont déjà en train d'ajuster leurs prix. Je ne sais pas si la dernière fois que vous avez regardé les prix des billets d'avion, que ce soit pour l'Europe, pour l'Asie, pour l'Afrique. Moi, j'ai regardé pour l'Afrique récemment et on commence déjà à voir l'augmentation de prix. Est-ce que c'est un argument que les compagnies aériennes utilisent? Mais moi, je m'attends à ce que l'été, les prix de billets d'avion augmentent quand même de manière substantielle. À suivre. Espérons que ça ne restera pas élevé trop longtemps. Tu parlais des États-Unis, tiens, on va y aller. Le président américain qui a montré la porte à la procureure générale, Pam Bondi, Donald Trump, qui a annoncé sur Truth Social qu'elle occupera dorénavant un poste dans le secteur privé. C'est le numéro 2 du département de la justice et ancien avocat du président Todd Blanche qui va prendre la relève de façon intérimaire. Pam Bondi est la deuxième membre du cabinet Trump à être remerciée en un mois. Cette décision serait liée en fait à sa gestion du controversé dossier Epstein que Donald Trump traîne comme un boulet depuis le début de son deuxième mandat. Alors là-dessus, surprise, Déborah, qu'elle n'ait pas été démise de ses fonctions avant aujourd'hui? Plutôt, oui, je m'attendais. Après, ça, c'est mon avis personnel, parce que effectivement, le nombre de fois qu'elle a été interrogée là-dessus et qu'elle n'a pas eu de réponse ou qu'elle a essayé de tentativement gérer, entre guillemets, ce dossier-là, je m'attendais à ce que ça se fasse plus rapidement qu'aujourd'hui. Ceci étant dit, je suis quand même relativement surprise du fait qu'il démette aussi quand même de sa fonction une alliée, une fidèle, quelqu'un qui suit totalement la politique de Donald Trump. Donc là encore, perdre une autre alliée pour lui, ça doit pas être facile. Est-ce que c'est ce côté allié qui explique que ce congédiement n'a pas été fait de la même façon que ce dont on a l'habitude avec Donald Trump? Bien, dans le premier mandat, Donald Trump congédiait de façon plus expéditive, parfois en dévoilant ses états d'âme. Là, il écrit We love Pam Bondi. Alors, est-ce qu'il a grandi en maturité? Est-ce qu'il est plus professionnel dans son approche? Ou il lui rend peut-être aussi service? Parce que ce qui est dit aussi dans ce communiqué, c'est qu'on lui réserve un poste auquel on a besoin pour lequel on a besoin d'elle, on a besoin de son expertise dans le privé. Donc, c'est peut-être une façon aussi de la mettre à l'abri parce qu'elle avait beaucoup de pression sur les épaules, notamment avec la gestion du dossier Epstein. Victor, penses-tu qu'il pourrait y avoir d'autres congédiements? Je pense que, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une certaine nervosité, un certain besoin d'ajustement à tout le moins dans l'administration américaine, ce qui est un peu normal. On arrive aux élections de mi-mandat, on veut ajuster le message, on veut changer le narratif. On a vu le discours hier. Ce genre de changement-là permet aussi d'ajuster le narratif. Il y a une chose aussi qui me frappe, c'est 2 femmes qui ont perdu leur poste, remplacées par 2 hommes. Et ça, au niveau, je pense que ça va prendre aussi de ramener des visages nouveaux, notamment féminins, autour du président. Ouais. Est-ce que tu crois, en terminant rapidement, Mickey, que le prochain procureur général
libéral va durer plus longtemps. C'est pas compliqué. S'il se plie au désir du président, oui. S'il lui tient tête, non. C'est aussi simple que ça avec Donald Trump. Il pense de manière très binaire. À suivre. Notre sondage Express en ce jeudi, ça porte sur la hausse du prix de l'essence. Est-ce que ça va vous faire revoir vos déplacements, peut-être vos plans de vacances également? Allez répondre à la question pendant la pause. On aura les résultats au retour également. Avoir un enfant coûte de plus en plus cher. Au retour, on vous dévoile combien il vous faut budgéter pour élever un enfant jusqu'à 18 ans. Alors, la hausse du prix de l'essence, est-ce que ça vous fait revoir vos déplacements? Vous avez répondu oui à 58 %, non à 42 %. On va rester dans l'économie. Nourriture, vêtements, services de garde, loisirs, transport, avoir une famille, on le sait, ça coûte cher. Élever un enfant jusqu'à sa majorité, ça peut coûter jusqu'à 400 000 $. Ça, c'est selon une nouvelle étude de l'Université de Sherbrooke. Ça, c'est quand le jeune quitte le nid à 18 ans. Alors, pour les tangués, peut-être qu'il va falloir pour certains sortir carrément les REER. Reportage Alexandra Paris. Les auteurs de cette étude se sont basés sur des estimations de Statistique Canada à l'effet que le coût pour élever un enfant varie de 18 000 $ à 22 000 $ par année pour une famille à revenu moyen. Par mois, disons, ça représente entre 1 000, 2 000, peut-être un peu plus $. Oui, c'est beaucoup d'argent, bien évidemment, mais non, c'est pas surprenant. On sait à quel point la vie coûte cher en partant. Donc, c'est sûr qu'avec les enfants, ça coûte cher. En gros, 4 facteurs influencent le coût d'un enfant. Son âge, le nombre d'enfants, le revenu du ménage et la région géographique où se trouve la famille. Avoir un enfant en plein cœur de Montréal ou de Toronto et dans un petit village sur la Côte-Nord, c'est pas la même chose. On n'a qu'à penser, bien sûr, au loyer, mais c'est aussi vrai des dépenses de transport. C'est aussi vrai des infrastructures culturelles à proximité ou sportives à proximité. Donc oui, l'aspect géographique est extrêmement important et dans l'étude du centre de recherche, c'est nommé de façon très explicite. Ça me dérange pas vraiment. Là. Tu le payes un petit peu par petit peu, là. Mais je pense pas non plus que j'aurais comme 5 enfants. Là. Je pense que j'en aurais comme 2 ou 1. Là, fait. Ouais, moi aussi, 400 000, ça a l'air bien. Le vrai saut, plan strictement économique, donc à la fois pour les familles, mais pour l'ensemble de la société, c'est le premier enfant. C'est vraiment le premier enfant qui fait toute la différence. Après ça, pas qu'on s'en fout, bien sûr, mais la roue est enclenchée, les programmes existent. On le sait, au Québec, on est des champions du monde quasiment avec nos CPE, avec nos crédits d'impôt aux familles, ce genre de programmes qui changent tout, mais littéralement tout pour les familles et qui leur permettent d'avoir un fardeau purement financier beaucoup moindre. Ben moi, je veux pas d'enfant, là, fait que... Est-ce que c'est une question d'argent? Non, c'est plus personnellement, j'en veux pas, là, fait que... Donc, tu vas être riche? Oui, exactement. Je vais être la tante. La tante riche? Oui. À Sherbrooke, Alexandra Paré pour Nouveau Info. Avez-vous été surpris de ces chiffres-là qu'on apprend aujourd'hui, Maker? Non? Pas du tout. Quand tu regardes le coût de la vie, comme on le disait dans le reportage, là, ça peut monter très, très vite. Le coût des études également, les activités sportives, ne serait-ce que faire plaisir à un enfant aujourd'hui, acheter des cadeaux, partir en voyage, faire une activité, ça peut monter excessivement vite. Puis rapidement, ça leur prend des cellulaires, puis ça reprend de la technologie. Jacinthe, ça coûte encore plus cher que ça, selon toi? Oui, ça coûte très cher. Mes enfants sont assez vieux. J'ai 2 garçons à l'adolescence. Ça mange. Ça mange. Vous ne pouvez pas savoir comment ça mange. Ça mange 3 steaks, puis 20 minutes après, ça dit on mange quoi pour souper? Tu fais, ben voyons donc. Ça mange un 12 pouces chez Subway, puis après ça, 20 minutes après, ça dit j'ai faim. Ça mange. Ça coûte vraiment cher. L'idée aussi là, que c'est juste le premier qui coûte vraiment plus cher. On peut peut-être sauver quelques chandails d'un enfant à l'autre, là, mais ça double et ça triple le prix. Tu sais qu'il y a un de tes 3 qui est dans la coulisse en ce moment. Fait que je pense qu'il a entendu que ça coûte cher. Est-ce que tu crois, Déborah, que ça peut décourager certaines personnes? Moi, je pense que oui, que ce soit avant la publication de ce chiffre ou non. Mais que l'a dit, avec le coût de la vie, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, à notre époque, réfléchissent et, si on veut, ajoutent la dimension financière à la réflexion de faire un enfant, de fonder une famille ou pas. Parce qu'effectivement, le coût de la vie est de plus en plus.
Tu l'as nommé. Ouais. Donc, les gadgets, les cadeaux, bref, les voyages, tout s'additionne faut avoir très les moyens, vite. c'est ce que je comprends. Mais l'amour n'a pas de prix, Michel. Alors, il n'y a pas ça de prix. vaut plus qu'à 400 000. Ben, je sais pas. J'ai pas fait le calcul. Ça dépend des jours. soirs. On va se le dire, ça dépend des jours. Mais il y a une chose, je pense que, plus sérieusement, qu'il faut ramener. On a déjà été décrit comme le paradis des familles. Il ne faut pas perdre ça parce qu'il y a un enjeu de dénatalité qui peut venir avec ça. Et ça, en termes de croissance économique et de croissance du Québec, ça peut devenir extrêmement grave. Donc, il faudra regarder ça avec attention. Alors, les gouvernements devraient peut-être davantage aider. Là, imaginez si les enfants demandent pour aller voir Lady Gaga. Il va falloir encore piger dans nos poches. On s'arrête un moment. Si vous avez des commentaires ou des idées de débat, écrivez-moi. Puis au retour, on va parler justement de Lady Gaga qui est en ville pour quelques spectacles au Centre Bell. On s'entend dans un moment. Lady Gaga qui est de retour à Montréal après 8 ans d'absence. Ce soir, la chanteuse américaine présente en ce moment, en fait, le premier de 3 spectacles de sa tournée de Mayhem Ball, qui s'est d'ailleurs adressé Lady Gaga à la foule en français à plusieurs reprises pendant la soirée. Évidemment, les décors, les costumes, vous voyez des extraits, étaient extravagants. Certains fans s'étaient d'ailleurs costumés pour l'occasion, mais pour assister à ce spectacle grandiose, il fallait également mettre la main dans ses poches. Ça dépend quand est-ce qu'on a acheté le billet, bien sûr, parce que le prix des billets, là, encore disponible, oscille entre 350 et 5 900 $. C'est beaucoup, hein? En français, s'il vous plaît. Mais ça coûte cher ça coûte cher d'entendre quelqu'un parler français comme ça. Exactement. Mais là, il y a quand même des billets à 350. Non, mais c'est quand même 350 parce que moi, je me rappelle qu'il y a une couple d'années, j'ai acheté des billets en cadeau à ma femme et ça m'a coûté en bas de 200 $ pour voir la même artiste il y a 8 ans. Donc, quand tu regardes le prix actuellement, puis de très bons billets, quand tu regardes le prix actuellement, tu te dis, attends, il y a une explosion aussi. Là. C'est pas si mal. T'as déjà vu Lady Gaga en spectacle? Oui, Comment j'avais c'était? adoré son spectacle parce que j'étais impressionnée par le fait qu'elle fasse des acrobaties tout en chantant. C'était assez particulier, là, des vraies acrobaties spectaculaires en chantant. Là, ça m'a l'air quand même le spectacle un peu plus diabolique. C'est le premier tableau qu'on a vu. Là. Oui, mais il y en a d'autres qui sont plus en blanc. Là. On a vu des images. Mika, tu comprends pourquoi certaines personnes sont prêtes à mettre la main profondément dans la poche. 4 600 $ pour le match d'ouverture du Canada à la Coupe du Monde. Donc, je peux comprendre. 350, c'est très raisonnable. 5 000, peut-être un peu trop. Mais ce sont des événements uniques que tu vis une fois dans ta vie, peut-être, puis tu t'en rappelles toute ta vie. Donc, je peux comprendre le prix. Déborah, est-ce que ça te décourage? Un petit peu, parce que moi, j'avoue que j'ai su il y a 2 jours qu'elle était en ville, mais quand j'ai essayé de regarder des billets pour mon chum et des enfants, c'était juste hors de prix, donc on a laissé tomber. Moi, j'y vais demain. Ça coûte cher des enfants. Tu nous donnes... Mais je n'ai pas payé 5 000 $ et j'ai payé mon billet, mais de façon plus raisonnable. On est fiers de toi, Michel. Voilà comment on a vu l'actualité. Place au débat dans 30 secondes.